Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Curious Theory. Je suis Multimoon et aujourd'hui on va parler de la saison 2 de The Mandalorian. Concernant les spoils, ne vous inquiétez pas, ici on parlera juste des épisodes 1 à 4 de la saison 2. Évidemment on spoilera aussi la saison 1, mais au moins vous êtes prévenus. Donc aujourd'hui on va parler de plein de choses différentes. Il y aura des fois où je vais parler comme vous m'entendez actuellement et des fois où je mettrai des extraits où on a discuté un petit peu avec Miss en mode plus détendu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avant qu'elle ne commence et à commenter en me disant votre avis sur la saison 2 pour l'instant, ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Du coup, le Moff Gideon, alors déjà, est-ce que toi, dans la saison 1, t'avais aimé le Moff Gideon? Je sais pas, c'est genre on en a pas parlé, on en avait pas parlé de la saison 1 et là on voit arriver un mec avec un sabre noir, bon, moi je suis sur la soupe, j'ai trouvé, mais en vrai ça va. J'ai vu des gens qui disaient sous le thème de, parce que son thème musical est incroyable. Oui, j'ai écouté, mon dieu. Il est tellement badass, genre c'est un thème à la fois chill, tu vois, genre il est pas non plus en mode triomphal, il est pas en mode ultra triomphal, tu vois. Après, genre lui, tu vois, il est pas non plus ultra utilisé. Il y a un mec, justement, voilà, dans la vidéo de son OSC, il disait c'est clairement le meilleur méchant de Star Wars. Alors peut-être pas, hein, quand même, on est. Alors peut-être pas. Je pense que Star Wars en termes de méchants, ils sont pas mal, non plus, ouais, ils sont pas mal. Ah non, de Disney carrément. Oui, le mec avait dit Disney, je me souviens. Mais ouais, et là, du coup, la saison 2, le Moff Gideon, t'en penses quoi? J'attends de voir. Par contre, le sabre noir. Exquis. Ah là là, hey, ils nous ont mais servi. Il faut que je regarde la saison 1. J'avais jamais entendu parler de ce sabre noir, moi. Ah ouais, carrément. Donc le noir, on en parle. En fait, c'était le sabre de Prévisla. Il est pas à Prévisla, mais il en fait partie, quoi. En gros, si tu veux, c'est une descendance. Et lui, il l'a récupéré, si tu veux. Je pense que c'est plus plausible que revienne avant la fin de la saison que Bo-Katan. Parce que ils vont pas se faire sauver 2 fois par Bo-Katan, quoi. Enfin, c'est un peu trop, tu vois. Ouais, c'est sûr. Enfin, ce serait peut-être son entrée de base, sauver les gens. Non, parce que c'est un peu le problème, j'ai trouvé. Genre, il se fait tout le temps sauver par des Mandaloriens. Au bout d'un moment, un Mando, tu sais, genre, tu sais, quand c'est un peu le ressort scénaristique, soit c'est bébé Yoda, soit c'est. C'est vrai, il sert à rien en fait. Mandalorian. Et en fait, il peut pas se débrouiller tout seul, tu vois. Après, c'est vrai que là, on parle beaucoup de tout ce qui est trucs importants, mais on parle pas trop des trucs moins importants. Genre, toi, t'as pensé quoi de l'épisode 2? Après, l'épisode, j'étais un peu déçu. Genre, tu vois, j'étais pas prêt à ce qu'il soit aussi court. Ah ouais ouais, honnêtement, je pensais qu'il allait être un peu plus long. Après, ça se comprend, c'est un épisode filler, mais qui amène quand même à quelque chose, si tu veux. C'était pas non plus un épisode dans le vent comme ça, comme il y en a souvent, tu vois. Mais en vrai, l'épisode était important, vu que s'il y avait pas eu cet épisode, justement, il y aurait pas eu. On ne serait pas arrivé jusqu'à cette planète, comme tu dis, on serait pas arrivé jusqu'à Bo-Katan, quoi. Par contre, j'ai trouvé que déjà la scène, l'épisode, petite anecdote, l'épisode 3 a été fait par par la fille de Ron Howard, justement, celle qui a fait des petits déjeuners avec George Lucas, c'est bien connu. Et elle tourne super bien les scènes d'action, je trouve. Elles sont vraiment énergiques. Mais c'est quel épisode elle a fait? Le 3, ouais. Dans le 4, il se passe que... c'est l'épisode qu'on a vu avec Cara, Griff, enfin tu sais, le retour des persos qu'on adore tant. Moi d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Moi aussi, j'ai bien aimé. Déjà, on revoit le mec bleu là... qui était... c'est pas incroyable, mais... qu'on aurait dû revoir, donc c'est cool. Ouais, mais c'est toujours sympa. Alors par contre, je trouve qu'ils en font un peu trop... et ça, je suis pas le seul à le voir concernant la reconversion de la ville de Nevarro. C'est pas une ville, Nevarro, mais d'une des villes de Nevarro. Un peu trop de fleurs, peut-être. Carrément, le bar de la guilde réaménagé en école. Enfin, je trouve qu'ils ont un peu abusé là-dessus. Ça fait un peu trop bisounours, si tu veux. C'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus l'Empire, on est trop contents. Maintenant qu'il n'y a plus l'Empire, on revit. Moi et ma femme, tu sais, ça fait un peu... C'est une pub. C'est ça. Vous aussi. À la fin de l'épisode, imagine, vous aussi rejoignez la résistance. Mais c'est ça en plus, il y a une pub où le mec il propose à Cara de la rejoindre. C'est ça en fait, c'est une pub. Vous aussi rejoignez les rangs de la Nouvelle République. Et moi ça m'intrigue un peu. C'est dommage que la série se passe seulement juste 5 ans, parce que j'aurais bien aimé voir peut-être les coulisses du premier ordre et de la bataille de Jakku surtout. Et alors attends. La bataille de Jakku, elle a pas vraiment été... on en parle, enfin, on l'a jamais vu dans les films et tout ça, c'est dommage. Non, c'est un livre, si tu veux. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, l'amiral Sloane, on n'a pas eu vent comme quoi elle était morte. Non, pas du tout. Parce que c'est pour ça, en fait, un peu le mystère. Donc, autant
On va peut-être la voir dans The Mandalorian. Hein. Peut-être des chances pour qu'on la voit. Hein. Alors, je pense que tous les pros vont me tomber dessus en mode mais non, mais t'as rien capté, elle est morte la nana. Mais je suis allé checker sur Wikipédia, souviens-toi même, je me posais une question. Et j'avais pas trouvé vraiment de réponse vraiment concrète. Non, ou alors, en vrai, non, mais attends, si on croise, si on peut peut-être croiser, parce que je te rappelle que là, c'est la pleine période où Luke est en train de retrouver les traces des Jedi pour voilà, c'est ce que je me suis dit. un peu savoir. Il y a plus de chances, par contre, qu'on croise Leia que Luke. Ah, Là, vraiment, il y a plus de chances. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Luke, là, c'est un Jedi. Alors que Leia, on a quand même, là, la fin de l'épisode 4, souviens-toi, il y a donc le rebelle hein, qui passe l'écusson de la Nouvelle République à Cara Dune et qui lui demande, qui lui dit si jamais vous avez besoin. Et t'as à Chandrila. Et sénatrice. Il a 10 ans, je crois. Si vous voulez avoir des renseignements ce que fait Leia entre le 6 et le 16. Ouais, si vous voulez avoir les renseignements, on a fait une vidéo spéciale là-dessus et vous pouvez voir qu'on s'y connaît là vachement. Non mais, en fait c'est ça que je comprends pas, c'est que la résistance n'existe pas, elle n'existe pas, c'est impossible parce que la résistance c'est quoi? C'est une résistance à quelque chose, en l'occurrence le premier ordre. Donc là, il n'y a pas de résistance. Donc là ce qu'on a vu c'est les pilotes de la Nouvelle République, qu'on voit aussi dans Squadrons. Alors pourquoi? La musique, c'est le thème de la résistance. Et c'est là qu'on va parler d'un problème qui m'a un peu sorti de l'épisode quand je l'avais regardé. Alors l'épisode 2, hein, qui est assez sympa puisqu'on va voir des pilotes de la Nouvelle République. Mais un truc qui m'a un peu perturbé, c'est que lorsqu'on voit ces fameux pilotes, Ludwig Göransson, qui est le compositeur de la musique de la série, a décidé de mettre le thème de la résistance en mode trap. Alors, petit aparté, j'ai beaucoup aimé ce thème-là en mode trap. J'ai trouvé que c'était vraiment, ça collait parfaitement, c'était très très stylé et c'était un peu relax et j'ai beaucoup aimé ce thème, ça fait très très lofi pour ceux qui voient. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi le thème de la résistance. Et c'est un truc qui m'a un peu perturbé. Alors autant je me trompe totalement, c'est le thème des soldats de la Nouvelle République, mais alors pourquoi c'est aussi le thème de la résistance? C'est bizarre en termes de cohérence, hein, ça m'a un peu perturbé. Donc si vous avez des solutions ou si vous pensez des choses, des théories, ou même si vous êtes persuadé, vous pouvez le dire en commentaire. Pour en revenir à l'OST, je trouve que Ludwig Göransson a fait un super boulot dans la saison 1 et le continue dans la saison 2. Pour l'instant, les épisodes sont vraiment très très sympas en termes de musique. J'ai pas trop remarqué la musique dans l'épisode 1. Dans l'épisode 2, elle était un peu plus présente. On remarque qu'il y a un feeling un peu horreur qui s'installe vu que l'épisode est un peu horrifique et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et pareil pour l'épisode 3, j'ai pas vraiment entendu de musique à part quand Bo-Katan arrive, qui est d'ailleurs c'est une musique très 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 stylée et j'insiste. Ainsi que peut-être la musique de l'assaut sur le cargo impérial vers la fin de l'épisode 3. Et évidemment l'épisode 4, en termes de musique, j'ai un peu plus remarqué des thèmes que je connaissais déjà, comme le thème de Bébé Yoda ou celui du Moff Gideon, qui vraiment est incroyable, hein, toujours ce thème du Moff Gideon. Donc pour l'instant j'attends de voir la suite, mais franchement je suis assez satisfait pour l'instant de ce qui s'est fait là-dessus. Et oui voilà, un des gros problèmes de la saison 2, même de la saison 1, c'est que Bébé Yoda ne sert à rien. Après, ce que je veux dire par là, c'est que il pourrait être bien plus utile dans le sens où, au lieu de servir juste de « Oh non, Mando est dans une situation compliquée ». Dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Réponse A, vous utilisez des Mandaloriens pour venir le sauver. Réponse B, vous utilisez Baby Yoda. Ah, gagné, c'est la réponse B. C'est un peu genre en mode bon, vas-y, fais-nous. Bah, c'est exactement la scène dans la saison 1 quand Griff il fait allez, fais-nous ton truc là. Tu sais, avec tes mains là. Qui fait le Baby Yoda avec ses mains. Come on, baby. Do the magic hand thing. Enfin bref, c'est exactement ça, c'est vraiment la scène par excellence du truc qui sert pas à grand chose. Ouais. Et qui est là principalement... Ah, ça me fait du mal de le dire, mais pour vendre des jouets. Là, tu vois, il pourrait servir à plein d'autres choses, et il va servir à plein d'autres choses. Mais le problème, c'est que là, en une saison et demie, là où ça devait être le truc principal, pour l'instant, il sert qu'à moitié, quoi. Parce qu'on voit au début que, dans la première saison, que Mando, il aime pas les droïdes. Ouais. Je pense que c'est dû à son enfance, tout ça. Et ah bah bien sûr, on nous le montre à la fin. Et donc on apprend que c'est un Death Watch. Hein. On apprend que c'est un fils de Death Watch. Ça c'est assez ouf en vrai. Et du coup il est sur Mandalore, on est d'accord. Ah ça je pense pas qu'il soit sur Mandalore parce qu'il le dit lui-même, c'est pas un vrai Mandalorien. Oui, ça oui. Tu vois, donc ça après on n'est pas vraiment sûr. Il disait qu'il était juste un gars voilà qui avait récupéré l'armure mandalorienne parce qu'il avait été sauvé plus jeune. Et en fait on découvre que lui-même ne sait même pas ses origines. Tiens, ça me rappelle un petit personnage qui ne savait pas ses origines. En fait c'est ça, Disney, ils ont un peu la flemme de développer les persos, du coup et ils partent du principe qu'ils savent pas en fait leur histoire.
Au moins ils sont en mode vas-y, au moins ça nous évite d'écrire leur histoire et on fait un peu genre ils savent pas trop ce que c'est. Hein. Concernant les easter eggs, on en a pas mal, notamment le fait que l'actrice qui avait joué Eden Versio dans la campagne solo de Battlefront 2 a fait un caméo dans l'épisode numéro 3 de The Mandalorian, puisqu'elle incarne l'espèce de Mon Calamari technicien qui va réparer le vaisseau de Mando. Pour ceux qui se posent un peu la question de qu'est-ce que c'est que Battlefront 2, la campagne solo, on a fait une vidéo dessus où on résume toute l'histoire. Elle est disponible sur la chaîne dans le petit i. D'ailleurs, je crois que le petit i ça a changé avec une récente mise à jour, donc je sais plus trop où est-ce que c'est, mais vous m'avez compris. Un autre easter egg d'ailleurs, c'est que l'espion dans l'épisode 4 qui révèle à la fin la position de Mando et qu'elle a mis un mouchard est de la même espèce que Kiera Kuva. Alors si vous voyez pas trop de quoi je parle, c'est normal, on l'appelle Gunny, Kiera Kuva qu'on voit dans le jeu vidéo Star Wars Squadrons. Et ben elle est de la même espèce que ce personnage. Je trouvais ça assez marrant que cette nouvelle espèce que j'avais pas vue avant personnellement soit aussi introduite dans The Mandalorian. Enfin, je trouve ça vachement sympa. Un des autres easter eggs qu'on peut noter, c'est notamment l'apparence des araignées qu'on avait vu notamment dans Rebels, pour ceux qui s'en souviennent, hein, la saison 3, et qui sont elles-mêmes à la base d'un concept art de Ralph McQuarrie. Pour ceux qui ne connaissent pas Ralph McQuarrie, c'est celui qui a designé la plupart des choses que l'on a vu dans l'épisode 4, 5 et 6. Est-ce qu'on peut appeler ça un easter egg? Je sais pas, mais c'est toujours sympa à savoir. Et puis c'est vrai que c'est assez marrant de voir qu'on pioche toujours dans les concept art de Ralph McQuarrie. Évidemment un gros easter egg, mais ça c'est vraiment, on voit que ça, c'est bien évidemment le retour de Bo-Katan. On l'avait vu dans Rebels et Clone Wars notamment. Mais là où est le vrai easter egg, c'est que l'actrice de Bo-Katan est la doubleuse officielle de ce même personnage dans les deux séries que je vous ai citées précédemment. Et c'est sans doute pour cela que l'actrice rend si bien à l'écran. Évidemment, le vaisseau qu'ils essayent de voler dans l'épisode 3 à l'Empire est évidemment un vaisseau vu dans Star Wars Rebels, un transporteur de TIE Fighter. On peut notamment voir dans le fond d'un plan sur Nevarro la statue de IG-11, le droïde qui avait aidé le groupe de Mando à s'en sortir et à vaincre l'Empire dans la première saison. Et enfin Dave Filoni qui avait fait aussi un petit caméo puisqu'il incarne un des pilotes de la Nouvelle République dans l'épisode 2. Si vous voulez plus d'easter eggs, je vous mets dans le petit i des vidéos de Absolute sur The Mandalorian saison 2. Évidemment, il donne son avis, mais il donne aussi pas mal d'easter eggs assez intéressants. Évidemment, à l'heure où je vous parle, l'épisode 5 est déjà sorti, et donc nous referons ce même genre de vidéo à la fin de la saison 2 pour en redébattre avec Miss. Moi, je crois que le faucon nous attend. On se retrouve bientôt dans cette galaxie lointaine, très lointaine.